Salut les devins, c'est Saikyo. Il est enfin l'heure de vous proposer ma review de l'épisode 15 de Boruto. Il y a eu un petit peu de retard sur la chaîne, c'est vrai. Il y a eu quand même pas mal de vidéos sur la chaîne ces derniers temps, aussi bien par rapport à l'actualité folle de Dragon Ball Super et aussi l'actualité de Boruto qui a été très chargée avec pas mal de spoils et notamment l'annonce, la révélation du prochain arc. Et je vous mets bien sûr le lien en description. Et du coup, honnêtement, cet épisode 15, c'était un épisode assez léger, on va dire, qui avait pour but, voilà, de conclure ce petit arc qu'on a eu de début, de commencement d'anime Boruto, d'une quinzaine d'épisodes, avec ce fameux Noué, cette Sumire, etc. Cette espèce de faux héritage de la racine, enfin bon, voilà. Pas mal de choses comme ça, un petit peu des vieux démons là qu'il fallait gérer de l'époque de Naruto, de Danzo et compagnie. Et honnêtement, je vais vous donner mon avis directement ici, j'ai trouvé l'épisode agréable. C'était pas du tout l'épisode du siècle. Vous vous rappelez que pour l'épisode 14, j'étais super déçu, c'était le titre de ma vidéo qui s'appelle « Je suis déçu » et même avec du recul, je garde toujours le même avis. L'épisode 14 m'a énormément déçu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez comprendre pourquoi, etc. Je vous y explique tout en détail, mais il n'empêche que les 13 premiers épisodes m'ont vraiment énormément satisfait, donc vraiment, à part le 14e épisode, l'arc était quand même génial, c'est juste que j'en attendais tellement plus pour sa conclusion que j'ai été déçu que ça finisse en queue de poisson. Et cet épisode 15, qui est aussi une forme de conclusion pour l'arc, eh bien il était vraiment sympa, il se regardait facilement. C'était 20 minutes de divertissement, j'ai envie de vous dire, sans que ça soit trop poussé, sans que ça soit trop fou. Comme quoi, on peut avoir un bon épisode qui passe très bien, dans lequel il n'y a rien de bien fou qui se passe, c'est juste que l'épisode était plutôt bien construit. En plus, il était supporté par une bonne animation, de bonne musique, etc. Il n'y avait pas de gros temps mort à l'intérieur, même si l'intrigue n'était pas folle en soi. Alors que la semaine dernière, peut-être qu'ils avaient été trop ambitieux et que ils étaient obligés de faire retomber tout ça comme ça, et pas assez de temps pour découper ça en 2-3 épisodes, enfin bon. En tout cas, pour cet épisode 15, c'était un bon moment que j'ai passé, je vais pas dire un très bon ou un excellent moment, mais en tout cas un bien bon moment, ça c'est clair. J'espère que pour vous c'est la même chose. Et maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Honnêtement vous allez voir, voilà, cette review je vais aussi de la faire sur le même ton que l'épisode, un petit peu en légèreté aussi, qui posait un petit peu le cadre, et je pense que le plus important de ce début d'épisode c'est Boruto qui parlait, et c'était bien de la part des studios Pierrot de nous montrer que Boruto n'a pas oublié ce qui s'est passé avec son œil, ça c'est bien. Même si on n'a aucune révélation, on a quand même Boruto qui se regarde l'œil, qui se dit mon pouvoir a disparu, on nous laisse même avec une petite intrigue, est-ce que c'est parce que le spectre a disparu, ou alors, 3 petits points, voilà, des choses qui mettent la hype et qui bien sûr nous font comprendre que dans un autre arc d'autres épisodes, toute cette intrigue avec son œil va ressortir, et je pense qu'elle ne ressortira pas avant que l'anime rattrape plus ou moins le manga, c'est-à-dire dès que tout l'arc du film en fait, qui a été aussi adapté dans le tome 1 de Boruto, avec Momoshiki et compagnie, ne débarque. Je pense qu'une fois que l'intrigue du film sera finie, on devrait à peu près retourner sur cette intrigue autour de l'œil de Boruto, et je pense que tout ce truc avec l'œil sera plutôt un long cheminement pour arriver jusqu'à la fameuse scène où on voit Kawaki et Boruto faire face un peu, si vous voulez, comme un fil conducteur de l'histoire. Donc je pense qu'ils vont bien nous faire galérer avec cet œil, si vous voulez mon avis. Bon, du coup, passé l'opening, on est sur quelque chose de très classique, il faut le dire, rien de fou, mais quelque chose qui passait bien, qui était logique, qui était fluide, et ça fait plaisir. Pas de temps mort par-ci, pas d'accélération bizarre de l'autre, c'était bien équilibré. Avec justement Naruto, son fidèle conseiller maintenant Shikamaru et Sai, qui parle un petit peu des résultats de l'enquête autour de Sumire et compagnie. Et on nous fait comprendre que son retour dans l'académie sera sûrement compliqué. Là derrière, transition vers l'académie, dans laquelle on nous parle encore de Sumire, qu'elle est dans un état faible, on comprend que la vérité n'a pas été dite à tout le monde, et ça montre que la politique de Konoha a bien évolué. Si vous regardez bien, en épisode 14 ou 13, je sais plus de mémoire, on nous disait clairement que on aurait pu détecter que Sumire était celle qui avait provoqué ces attaques, sauf que ça aurait foutu justement la folie et la peur de cette attaque terroriste qu'a fait Sumire grâce au Noué et compagnie sur Konoha, et que du coup, en faisant l'enquête pour retrouver Sumire, tout Konoha aurait été affolé et ça aurait fait le bordel. Et du coup, Shikamaru et Naruto avaient évité cette solution-là. Et du coup, la contrepartie, c'était qu'ils n'avaient pas trouvé Sumire et qu'elle a failli quand même lancer son attaque. Donc, chacune des méthodes a ses désavantages. Et là, on est toujours dans la même lignée de cette nouvelle génération à la Naruto, si vous voulez. C'est-à-dire que ils auraient pu mettre des affiches un petit peu partout dans le village ou je sais pas trop quoi, ou une émission de télé, pourquoi pas, vu que maintenant le village est très modernisé, en disant Sumire Kake, fille de je sais plus comment il s'appelle là, Tanuki je ne sais plus quoi, son père là bien sûr, ancien membre de la racine extrémiste, a voulu provoquer un attentat, tout le monde aurait eu les yeux rivés sur cette Sumire, et son avenir aurait été foutu, et pas que dans Konoha,
mais dans le monde ninja tout entier. Qui aurait voulu d'elle? Et justement, ça correspond bien au personnage de Naruto de ne pas avoir fait ça en tant que Hokage et que ses forces de l'ordre n'ont pas fait ça. Parce que ça correspond parfaitement au message anti-haine que Naruto nous avait donné durant Naruto Shippuden en particulier. Parce que si vous voulez, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, cette fille-là, elle a fait un truc terroriste, donc on va le dire à tout le monde, méfiez-vous de elle. Sauf que Naruto et Sai ont su voir clair en elle et voir qu'au final, elle n'était pas si mauvaise que ça, et Boruto l'a vu aussi. Elle était plus manipulée qu'autre chose, même si c'était son père. Et un acte anodin, comme publier l'identité publiquement devant tout Konoha qui est la criminelle, eh bien ça aurait créé encore un nouveau cercle de haine. C'est-à-dire qu'en croyant informer tout le monde, on aurait fait naître la haine de tout le monde contre cette fille-là. Et justement, ce fameux cercle de la haine se serait mis en marche parce que cette fille-là aurait subi de la haine, emmagasiné de la haine en elle. Et tout ce qu'elle aurait fait, c'est devenir une personne remplie de haine elle-même qu'elle aurait redéversée sur ses propres mêmes personnes qui lui ont envoyé leur haine à la base. Le fameux cercle de la haine dans Naruto. Sauf que là, Naruto a carrément brisé le cercle. Si à la base, on ne crée pas la haine, si on ne fait pas la petite étincelle de haine, derrière, il n'y a pas l'énorme brasier de haine. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est aussi une leçon pour les jeunes dans la vraie vie. Comme quoi, il faut des fois, pas toujours, mais en tout cas très souvent ravaler son ego, parce que derrière ça peut être payant pour tout le monde, aussi bien pour celui qui ravale son ego, ça fait un petit peu mal à la gorge d'avaler son ego, mais quelques jours plus tard, vous sentez que vous avez de grosses facilités à respirer parce que ça vous a aidé pour autre chose. Et en même temps, ça met pas d'autres personnes dans la merde, qui elles aussi derrière vont vouloir mettre en avant leur ego et compagnie, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que Naruto a bien compris et on sent que les rouages de la mécanique des lois de Konoha, etc., du fonctionnement de Konoha ont été changés en fonction de tout ça et ça fait plaisir à voir. Les fruits de Naruto Shippuden sont en train d'être récoltés dans cet animé Boruto. Et moi qui aime bien suivre justement le déroulement, la vie des personnages, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon, du coup, on en vient à une autre intrigue qui va durer aussi concernant l'épisode 16 et peut-être même le 17, de la composition des équipes. On nous fait comprendre que ces jeunes enfants de ninja arrivent en fin de leurs années d'académie et qui vont bientôt passer à l'étape supérieure, qu'on pourra les considérer vraiment comme des ninjas très bientôt, et que maintenant la logique c'est qu'ils constituent leurs équipes. Alors, on a du classique qui se forme, comme le trio Ino Shikasho. C'était assez prévisible, et je suis quand même curieux de voir par la suite ce que ça va donner, parce que là, dans cet épisode, ça a bien marché, mais je trouve que ces trois-là, ces nouveaux Ino Shikasho, ont des caractères beaucoup plus forts que ceux de leurs aînés, c'est-à-dire leurs grands-parents et leurs parents. Et c'est bien d'avoir des caractères forts, mais parfois ça peut foutre la merde, et ça peut empêcher la cohésion du groupe. Donc, à voir, par exemple, regardez la fille à Shoji, elle a un caractère beaucoup plus fort que Shoji lui-même. Shoji, surtout quand il était jeune, c'était un caractère faible qui a su s'affirmer et grandir quasiment en fin de Naruto Shippuden pour qu'on ait un Shoji fort. Je parle bien sûr de force mentale. Shikadai, il est à peu près comme Shikamaru, donc pas trop de problème, mais il a quand même cette petite arrogance à la Temari qui pourrait causer problème. Et Inojin, en soi, il est pas si problématique, mais il a la froideur de Sai dans sa manière de parler, de Sai jeune et pas du Sai adulte qu'on a là maintenant. Et ça aussi, ça peut poser problème. Donc vous voyez, est-ce que le groupe va tenir? Difficile à dire. Donc ensuite, on se rend compte que différents groupes un petit peu inattendus se forment. Et on comprend que pour le moment, il y a de gros doutes sur le groupe de Boruto. Mitsuki et Boruto vont continuer de collaborer. D'ailleurs, petite parenthèse, si je devais faire un vrai reproche à cet épisode-là, un seul, et comme ça après on est tranquille au niveau des reproches, c'est tout simplement qu'on n'a pas développé la fin de l'histoire concernant Mitsuki et Orochimaru. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils poursuivaient autant ce monstre-là, le Noué Sumire? Comment ils ont été mis sur la piste? Est-ce qu'on leur a volé directement les cellules de Hashirama? Enfin voilà, quels intérêts personnels ils y avaient là-dedans? Mais vous allez voir que en fin de cette review-là, on va en reparler un petit peu. L'arc du Noué risque d'avoir des répercussions en fait. Et on risque d'en reparler plus tard. Ça veut pas dire que le Noué va revenir. Mais au moins on va en reparler, ça va servir à quelque chose dans l'histoire. Et on pourrait justement avoir des explications de la part de Orochimaru qui risquent d'arriver plus tard. Donc c'est pas mort à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un tout petit reproche que je ferai à cet épisode 15. Et du coup, pour en revenir à l'équipe, eh bien on a une transition sur Iruka, qui est directeur, c'est toujours bizarre de le voir à cette place-là, avec le fameux Shino. Shino, j'ai trouvé très agréable à voir comme personnage, ça fait quelques épisodes depuis sa discussion avec Naruto, là dans le laboratoire dans lequel ils étaient en train de faire des soins sur un mec qui s'était fait attaquer, etc. Dans lequel Shino avait tenu tête à Naruto. Et là, Shino tient aussi tête à sa manière à Iruka, et il le fait d'une bonne manière, je trouve. Je me plaignais du traitement de Shino en début d'épisode, et bon voilà, c'était fait exprès pour qu'il se fasse posséder par le Noué et tout ça. Et là, il y a eu vraiment une belle reprise sur le personnage de Shino. Il y avait tout le monde qui se foutait un petit peu de sa gueule. Et là, maintenant, plus personne ne le peut parce que déjà, il répondra. Et de deux, il assure. Vraiment, il gère. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Comme je vous le dis toujours, je suis pas un énorme fan du personnage de Shino. Ses attaques, je les trouve plus dégoûtantes avec les insectes qu'autre chose. Le personnage en lui-même,
c'est pas spécialement mon truc, mais quand même j'avais envie de voir qu'il avait une sorte d'aboutissement à l'écriture de son personnage. Et là je commence à sentir ça et ça fait plaisir. Bon, ensuite, une nouvelle transition vers la famille des Uzumaki. D'ailleurs, il y aura un gros épisode qui va arriver, l'épisode 18. Je ne vous dis rien concernant les spoilers, la vidéo sur la chaîne, mais juste en tout cas, restez bien à l'affût parce que l'épisode 17, parce que les épisodes 16 et 17, bon voilà, ça va être en légèreté, mais l'épisode 18 et 19 aussi de Boruto, ça va vraiment être du très très lourd. Pour les fans de Naruto, de Boruto, de Hinata et de Himawari, l'épisode 18 sera fait pour vous, et pour ceux qui attendent le nouvel arc avec impatience, l'épisode 19 est aussi très bien fait pour vous. Bon, et du coup, en cette fin d'arc noué, Naruto avait quelques disponibilités pour entrer plus tôt chez lui, ce qui étonne énormément Boruto. Et je trouve que là, si vous avez bien regardé la réaction de Boruto quand il rentre chez lui en disant « Papa, qu'est-ce que tu fais à la maison ?» etc. Et Naruto qui lui dit « Bah tu le sais, des fois ça m'arrive quand même de rentrer un petit peu plus tôt. » Il était là de jouer gentiment avec la petite mignonne Himawari. Eh bien, je ne sais pas, je pense que c'est libre à l'interprétation de chacun, et donc de vous tous, dites-le moi dans le commentaire. Mais je trouve que dans la réaction de Boruto, je sentais pas de la haine en voulant dire « Qu'est-ce que tu fous toi ici, je peux pas te blairer, etc. » Même si en apparence, c'est ça que montrait Boruto, je pense que quand on creuse un petit peu sous la carcasse, on voit que Boruto souffre d'un mal du manque de son père, et surtout, moi j'ai senti presque de la joie de le voir si tôt à la maison, et en même temps avec une amertume, vous savez, dans sa bouche, il avait vraiment ce goût amer là, en se disant bah ok t'es là ce soir, ça va pas durer longtemps, peut-être qu'on va t'appeler, tu vas te casser, j'en ai marre de me réjouir de te voir à la maison une fois tous les 15 ans, et au final tu te casses après, bon, j'ai senti aussi ce côté là. Mais je pense que c'était vraiment bon signe, et le film Boruto nous l'a bien sûr confirmé, et le tome 1 du manga aussi, comme quoi Boruto adore son père dans le fond, même s'il veut s'en démarquer, s'il va avoir un chemin différent, il reste quand même un très joli modèle pour lui. Alors, en deuxième moitié d'épisode, les devins, on en arrive justement sur une discussion entre Shino et la fameuse Sumire, donc rien de bien intéressant, Shino qui gère encore son affaire, Sumire qui est très hésitante. Shino lance un nouveau test, examen, etc. pour déterminer quelles seront les équipes de 3. Au passage, petite mention spéciale pour cette fille qui est vraiment lugubre, qui fait un petit peu peur avec sa fameuse poupée rose là. On la voit depuis très longtemps, aussi bien dans le film que dans l'anime, etc. Boruto, comme ça, toujours un petit peu dans l'ombre. Un personnage qui m'intrigue énormément. Elle a l'air d'être une marionnettiste en tout cas, et je trouve son personnage très mystérieux. Elle a vraiment un caractère design qui sort de l'ordinaire, donc je me dis qu'il y a de gros risques et de grosses chances qu'elle soit utile, intéressante, pas forcément méchante, mais en tout cas un personnage qui risque de devenir important de plus en plus. Pour le moment on la laisse de côté, mais elle risque de se démarquer des autres tôt ou tard. Et derrière alors on a une petite confrontation sympa dans les échafaudages là, de la construction de l'académie, etc. On a de grands classiques, hein. On a Chocho qui fait pareil que son père, des attaques où elle devient géante. On a Shikadai qui fait preuve de son cerveau et qui fait peur à Metal Lee en lui disant regarde tout le monde est là et t'observe, donc en gros tu vas flipper et tu vas paniquer et tu vas foirer ton coup, et ça se passe comme ça. Et derrière on enchaîne ensuite sur un passage intéressant avec Mitsuki, et on sent que la relation Mitsuki-Boruto a monté d'un cran. Enfin je veux dire, les liens se sont un petit peu resserrés parce que Mitsuki il est pris au piège bizarrement. Mais en tout cas, il se retourne, toujours dans le plus grand des calmes, et demande à Boruto s'il peut faire ce qu'il veut. Et Boruto lui dit oui, et c'est risqué de dire ça à Mitsuki, parce qu'on a très bien vu que Mitsuki, si tu lui dis fais ce que tu veux, il est capable de tuer, juste parce que ça va le mener à réussir son objectif. Et là, on sent justement que cette relation Mitsuki-Boruto s'est améliorée parce que les deux se comprennent mieux. Boruto a compris que Mitsuki allait faire quelque chose de fou, mais qu'il n'allait pas non plus risquer la vie de tout le monde. C'est pour ça que Boruto s'est détaché du groupe pour aller chercher le drapeau sur le toit et n'a plus fait du tout attention à couvrir Mitsuki quoi que ce soit. Derrière Mitsuki, il a tenté des actions dangereuses. Bien sûr, il a lancé un couteau en plein dans la figure à Shikadai. C'est une attaque mortelle. Mais il l'a sûrement lancé à une vitesse qui était esquivable, et la preuve, Shikadai l'a esquivé. Et la manière dont il a coupé l'échafaudage, c'était pas non plus la fameuse attaque de vent, le futon Toppa. Si Mitsuki avait lancé le futon Toppa, on aurait eu un vrai accident possiblement grave pour tout le monde. Alors que là, il a coupé une barre, on a eu le temps de voir l'échafaudage trembler, bouger. Ce sont quand même de jeunes ninjas très agiles et très perspicaces et tout ça, qui ont vu le truc s'effondrer, qui se sont vite quand même dégagés de tout ça. Donc je pense que Mitsuki comprend mieux Boruto, comme quoi on peut mettre en place de grands plans du moment où ça ne risque pas trop la vie des autres en tout cas. Et Boruto a compris que Mitsuki avait compris ça, vous voyez, donc les deux se comprennent mieux, et ça aussi ça fait plaisir à voir, cette relation soleil et lune comme ils le disent. Et derrière, à peu près au niveau des 3/4 d'épisode, juste avant d'amorcer la fin, on en arrive sur le fameux retour de Sumire. Et là, ça a été pour moi une grande surprise dans cet épisode-là, parce que si vous avez suivi mes petites prédictions sur Boruto, je vous disais que selon moi, c'était plutôt logique en tout cas que Sumire soit éjecté du village. Je vous disais que c'était pas super bien
niveau politique pour Naruto, ça lui ressemblait pas trop d'évincer quelqu'un, mais je me disais que les scénaristes avaient besoin qu'elle dégage, aussi bien qu'ils ont besoin que Denki et Iwabe dégagent de l'histoire. Peut-être que vous allez me demander pourquoi si vous découvrez mes vidéos. Tout simplement parce que si vous avez vu le film Naruto Boruto the Movie, je ne sais plus quoi, et si vous avez lu les mangas, la dizaine de chapitres que l'on a maintenant de Boruto, aussi bien Sumire, Denki que Iwabe n'apparaissent absolument jamais. Donc on pouvait se dire que ces personnages-là sont inventés pour l'anime et qu'ils vont dégager tôt ou tard. Et que là c'était le moyen parfait pour les faire dégager. Avec Sumire qui vient de faire un crime énorme et donc voilà, on l'a viré. Et avec Iwabe et Denki qui pourraient par exemple redoubler leur classe ou quoi que ce soit, et c'est bon, on les foutait à la poubelle. Eh bien les studios Pierrot m'ont énormément étonné. Parce que finalement Sumire reste. Et ça, c'est bien, parce que c'est purement dans l'esprit de Naruto. Ne jamais abandonner, d'ailleurs, le personnage de Naruto a donné le choix à Sumire de faire ce qu'elle voulait, il ne lui a rien imposé, donc ça correspond aussi à l'esprit de la série. Boruto a toujours cru en elle, en nous sortant des phrases du genre « Sumire, c'est Sumire, donc elle restera ». Donc ce choix de garder Sumire en soi, il est super. Ça correspond à la logique de vie que nous a toujours envoyé en plein dans la gueule la série Naruto. Je n'ai rien à redire par rapport à ça, c'était nickel. La seule chose que j'ai à redire, c'est comment est-ce qu'ils vont se débrouiller par rapport à ces trois personnages de Sumire, Iwabe et Denki qui sont dans l'anime mais qui ne sont pas ni dans le film ni dans le manga. Et en tout cas, moi j'aime bien ce choix-là parce que ça prouve qu'il y a quand même des scénaristes qui à l'heure actuelle n'ont pas peur de faire des choix et de prendre des risques. Parce que oui, inclure des personnages qui ne sont pas dans le manga, pour moi c'est prendre un risque. Et les conserver pendant un bon moment, c'est aussi un risque. Surtout qu'avec cette fin d'arc nouée, ils avaient une porte énorme pour les éjecter de la série, mais ils ne l'ont pas utilisée. Donc, honnêtement, à voir. Ça pourra nous donner la plus grande des erreurs qui a été faite dans l'univers Naruto, comme ça peut nous donner un très très bon choix de scénario. Et au passage, les devins, je vais en profiter pour vous dire un truc assez drôle. C'est pas du tout moi qui y a pensé, c'est un des abonnés de la chaîne. Je suis vraiment désolé parce que j'ai oublié le pseudo, mais en tout cas, je vais citer ce que tu as dit. C'est plus insolite et drôle qu'une vraie prédiction, quoi que ce soit. Même le mec en zone commentaire m'avait dit, écoute, je vais être un petit peu fou, mais j'avais envie de te proposer cette idée-là. Est-ce que le personnage final de Kawaki, celui qui affronte Boruto, ne serait pas une espèce de fusion de Denki, Iwabe et de Sumire Kake? Parce que le nom de famille de Sumire Kake, donc K de Kawaki, Iwabe, on a le Wa de Kawaki aussi, et le Ki de Denki. Donc on a le mot qui est formé, Kawaki. Honnêtement, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est assez fou comme idée. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, je sais pas, je vais pas dire drôle, mais intéressant, on va dire, quand je l'ai lu. J'ai beaucoup de mal à y croire parce que je n'ai aucun argument pour dire oui, c'est ça. Mis à part qu'il y a une ressemblance sur le nom, mais on peut pas faire de prédiction à partir de ça, c'est clair. Et lui-même, en zone commentaire, en était conscient. Mais en tout cas, c'est une idée qui sortait vraiment de l'ordinaire. Mais quand je vois que ces trois personnages-là ne sont pas dans le manga au bout de 10-15 chapitres, c'est que théoriquement, ça ne devrait pas être ça la réponse. À part si le manga décide de les inclure plus tard, pourquoi pas. Et puis quand on voit la gueule du personnage de Kawaki, il n'a pas l'air d'avoir des traits féminins particuliers ou quoi que ce soit. Une fusion à trois, deux hommes, une femme, c'est quand même un délire assez bizarre, il faut le dire. Donc pour le moment, je n'y crois pas. Mais surtout que là, Sumire s'est rangé du bon côté de la force, on va dire, ou du chakra, si vous voulez, pour parler en langage de Naruto. Après, pourquoi pas imaginer que Kawaki soit une création de la part de ces trois gars-là, c'est-à-dire de Iwabe, Denki et Sumire, mais là, je vais encore plus loin et ça devient encore plus fou et presque débile. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager cette idée-là qui est assez drôle. On voit des tas et des tas de théories sur le net. Et là, c'est pas une théorie, c'est juste une idée à la con, j'ai envie de dire, mais tellement con qu'elle m'a plu. Honnêtement, je vais être sincère avec vous. Bon, et du coup, les devins, on en arrive sur cette fin d'épisode dans laquelle Sumire est réinclus dans l'académie. Et on verra si c'est pour le bien ou pour le pire. Et derrière, on a eu un passage que tout le monde a trouvé très cool, et je le comprends, et moi aussi j'ai trouvé très cool, de cette rencontre, on va dire, entre Naruto et Sasuke. Visiblement, c'était un clone de Naruto, ce qui n'est pas étonnant. Dans un lieu qui nous paraissait inconnu, un arbre gigantesque, Sasuke disait que lui-même ne savait même pas où il se trouvait. Et on a Naruto qui a ramené un rouleau auprès de Sasuke. Sasuke le regarde. Et il dit que Danzo était si proche que ça de la technique secrète de Kaguya. Et on voit alors la tablette du noué qui nous est montrée. Sauf que là, elle a les 16 triangles qui sont autour. Regardez bien en haut à gauche, le 16e y est. Alors que si vous regardez dans le dos de Sumire, quand elle avait le Godzu Tenno sous son dos, il lui manquait un petit triangle là haut à gauche. Comme quoi, il lui manquait une possession pour finaliser l'attaque. Et en bas, on a un dessin justement d'une représentation de ce qu'est le noué. Voilà, la tête de singe, etc., la queue de serpent. Et c'est ça qui me fait penser justement que toute l'intrigue autour de l'œil de Boruto va ressortir, mais aussi toute l'intrigue autour du Godzu Tenno ne va pas ressortir du genre le Godzu Tenno va revenir et le Noué va revenir, mais dans le sens où on va nous dire, peut-être, je sais pas moi, en épisode 100 de Boruto, ça va ramener dans un bon moment, vous voyez, mais d'un coup on va nous dire, eh ben voilà, il y a 1 an et demi, en épisode 15, on vous a montré le Noué et compagnie, et bien là vous allez comprendre pourquoi.
parce que ça va dans telle et telle chose, telle ou telle divinité, Otsutsuki, etc. On va se dire, ah merde, c'était ça. Et je pense vraiment que ça va fonctionner comme ça. Et justement, en parlant de ces fameux dieux, eh ben à la fin de l'épisode, on a eu droit à tout le monde. On a eu droit à Toneri, on a eu droit à Momoshiki, on a eu droit vraiment à tout le monde. Et je préfère faire un petit rappel, mais l'intrigue dans laquelle Toneri était un ennemi, elle est déjà passée dans la chronologie de cet animé Boruto. Parce que Toneri a été un adversaire dans le film Naruto The Last, et on va dire que à la fin, Toneri s'est rendu compte qu'il était mauvais, une connerie à la Sasuke, vous voyez, il a retourné sa veste, et du coup à la fin, Toneri qui était méchant est devenu gentil, et c'est pour ça que là maintenant il est de nouveau exilé sur la lune, un petit peu comme un observateur des mondes, etc. C'est pour ça qu'il dit des phrases très mystérieuses, qui nous parlent aussi d'œil pur. Forcément, l'œil pur, c'est ce qu'il a Boruto. Et vous voyez bien qu'il y a écrit œil pur au singulier. Donc, clairement, c'est l'œil de Boruto. On voit même qu'une faille, une brèche est en train de s'ouvrir et que Toneri arrive à la fermer lui-même. Et en nous disant que les dieux finiront bien par descendre sur cette terre. Et là, derrière, on a bien sûr l'ouverture sur l'arc qui correspond au film Boruto The Movie avec Momoshiki. Et on nous fait comprendre qu'il y a des distorsions, des perturbations dans le monde de Kaguya, avec le taux de courbure spatiale qui est à 16 au lieu de 10. Pas mal de phrases mystérieuses, on nous parle de la récolte et tout ça. Donc clairement, pour aujourd'hui dans cette review-là, je vais en rester à vous dire que l'intrigue du film arrive. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo de prédiction dans laquelle je suis en train de rassembler pas mal d'éléments. Et je le fais pas ici parce que ça serait trop long à le faire dans cette review-là. J'avais vraiment envie qu'elle reste sur un ton léger. Je vais essayer de vous faire une vidéo complète de prédiction sur ce qui va se passer par rapport à cette divinité, par rapport à cette récolte, par rapport à Toneri, en reprenant à peu près tous les éléments mythologiques qu'on a déjà eu depuis le début de cet animé Boruto, comme ça personne ne sera perdu dans la vidéo. Je vais essayer de faire vraiment un truc carré et complet et propre. Et du coup les devins, en attendant, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller voir mes vidéos de spoiler des épisodes 16, 17, 18 et 19 de ce fameux animé Boruto. Et du coup je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.